Nord canadien, l'intrépide voyageuse Paulina Barnett se joint à l'expédition du lieutenant Hobson vers de nouveaux territoires de chasse pour les fourrures. Un scientifique inattendu va les rejoindre in extremis. Le 17 mars 1859, une fête est donnée au fort Reliance à l'extrémité nord-est du lac Esclave, dans le nord du Canada. Plusieurs chefs indiens font partie de l'assemblée, ainsi que de nombreux chasseurs, afin de fêter le départ le mois prochain d'une importante et longue expédition destinée à explorer les parties septentrionales du lac du Grand Ours. L'une des causes de cette expédition est liée au dépeuplement des animaux à fourrure dans le territoire du lac de l'Esclave, provoqué par l'incurie des chasseurs qui ont traqué et tué sans relâche. L'objectif est donc de pouvoir installer une base dans une zone encore vierge et d'y établir un fort au profit de la compagnie de fourrure de la baie d'Hudson. Nous pouvons voir ici ce qui semble être une réflexion écologique et une critique de Jules Verne de la chasse à outrance et du dépeuplement des espèces animales. L'expédition est commandée par le lieutenant Jasper Hobson. Plein de sang-froid et de courage, Hobson n'est point un chasseur, mais un soldat au service de la compagnie de fourrure. Une expédition d'ailleurs composée essentiellement de soldats, mais aussi de plusieurs couples. Les femmes vont en effet jouer un rôle important dans cette aventure, au point que l'une d'entre elles partagera le premier rôle avec le lieutenant Hobson. Paulina Barnett, voyageuse célèbre, est une Anglaise, veuve depuis une quinzaine d'années et pourvue d'une certaine fortune qu'elle dépense dans des expéditions lointaines en compagnie de Madge, une amie dévouée. Âgée d'une quarantaine d'années, Paulina Barnett n'est pas ici pour faire joli. Jules Verne écrit que sa démarche, il faut l'avouer, est peut-être un peu masculine et que toute sa personne respirait moins la grâce que la force morale. Lauréate de la Société royale de géographie, elle s'est notamment rendue célèbre en remontant le cours du Brahmapoutre jusqu'aux montagnes du Tibet. Apprenant qu'une expédition allait explorer les territoires hyperboréens de l'Amérique, elle s'est proposée à en faire partie. Mais alors même que nos convives sont en train de fêter le prochain départ de l'expédition, des coups violents sont frappés à l'entrée du fort. Quelle surprise! Il fait nuit, un froid glacial et des rafales de neige balayent cette région sauvage. On ouvre les portes de la haute muraille de bois lorsqu'un traîneau attelé de 6 chiens entre comme l'éclair dans la cour. Un homme, doublé et encapuchonné de fourrure, en descend aussitôt. « Qui êtes-vous » lui demanda-t-on. « Un courrier de la compagnie. »« Êtes-vous seul ?»« Non, j'amène un voyageur. »« Un voyageur ? Et que vient-il faire ?»« Il vient voir la lune. » Le courrier retire alors du traîneau une masse inerte, une sorte de sac couvert de neige, et se dispose à l'introduire dans la maison quand le capitaine du fort lui demande « Mais quel est ce sac ?»« C'est mon voyageur ?» répondit le courrier. « Mais quel est ce voyageur ?»« L'astronome Thomas Black. »« Mais il est gelé !»« Eh bien, on le dégèlera. » L'astronome Thomas Black, que l'on arrive effectivement à ramener à la vie grâce à un massage énergique, est missionné par l'observatoire de Greenwich pour participer à cette expédition dans le but d'observer et d'étudier la prochaine éclipse totale de soleil du 18 juillet 1860. L'expédition quitte le fort Reliance le 16 avril 1859 avec son détachement de traîneaux tirés par des chiens. Après bien des aventures, nos héros arrivent au mois de juillet devant une mer sans limite. Les observations astronomiques, réalisées par le lieutenant Hobson et l'astronome Thomas Black, permettent de déterminer qu'ils sont à l'endroit idéal, non seulement pour installer un nouveau fort, qui prendra le nom de Fort Espérance, mais aussi pour l'observation de l'éclipse un an plus tard. Durant tout l'été, nos colons construisent le fort avec une maison, des réserves et tout le confort nécessaire pour survivre au terrible hiver à venir. Les militaires deviennent aussi chasseurs et tuent une quantité énorme d'animaux à fourrure
sans se préoccuper des conséquences de ces massacres. Paulina Barnett participe parfois aux chasses et de nombreuses sorties sont effectuées pour découvrir la région environnante constituée de paysages à couper le souffle. Et il faut bien le dire aussi, une certaine relation empreinte de respect et d'affection se développe entre le lieutenant Hobson et Paulina Barnett. Enfin, l'hiver arrive. Le froid tombe jusqu'à faire geler le mercure dans le thermomètre. Paulina Barnett devient l'âme de ce refuge, président à tout. Si parfois un léger désaccord survenait entre les soldats, elle savait trouver les mots pour dissiper les malentendus. Le soir, à la lumière d'une lampe, elle faisait la lecture à la petite communauté. Son courage, sa force morale sont essentiels durant l'isolement de nos personnages totalement coupés du monde. Tout se passe à peu près bien jusqu'au 6 janvier 1860. Ce jour-là, au travers de l'une des fenêtres, des ours sont aperçus dans la cour. Les terribles animaux ont en effet réussi à franchir la palissade du fort et bloquent désormais la sortie de nos héros. Et surtout, plus grave, ils ne peuvent plus se ravitailler dans leurs réserves de bois, ce combustible si vital pour leur survie. Que faire? Le fourneau s'éteint petit à petit et la température de la maison tombe progressivement à moins 20 degrés centigrades. La situation est d'autant plus terrible que les ours investissent le toit du bâtiment et commencent à disjoindre la charpente. Une tentative est faite d'aller chercher le précieux combustible, mais c'est un échec. Et au moment où le lieutenant Hobson referme la lourde porte de leur refuge, celle-ci est alors violemment repoussée. Paulina Barnett se précipite à son secours pour joindre ses efforts dans la fermeture de cette porte. Mais la monstrueuse bête, s'y appuyant de tout son poids, la repousse peu à peu. Miss Paulina Barnett, saisissant alors l'un des pistolets passés à la ceinture de Jasper Hobson, attendit avec sang-froid l'instant où la tête de l'ours s'introduirait entre le chambranle et la porte. Et elle tire dans la gueule ouverte de l'animal. L'ours tombe en arrière, frappé à mort, et la porte peut être barricadée solidement. La situation devient toutefois de plus en plus désespérée. Et seule une attaque au corps à corps avec ces bêtes est désormais possible alors qu'elles s'introduisent par le toit dans le grenier. Mais au cœur même de la bataille, de violentes secousses agitent le sol. La maison s'incline, les poutres de murs se disjoignent et quelle n'est pas la surprise de nos héros de voir les ours épouvantés s'enfuir en hurlant au milieu des ténèbres. Un violent tremblement de terre vient d'ébranler cette portion du continent américain. Les dégâts dans le fort sont heureusement facilement réparables et l'hivernage va désormais pouvoir se poursuivre. Enfin, le jour tant attendu par notre astronome arrive. L'éclipse du 18 juillet 1860 est un phénomène qui, dans la réalité, tout comme l'indique avec justesse Jules Verne, est à cette époque une éclipse très importante. Elle sera suivie avec attention par les différentes expéditions scientifiques réparties dans les régions du monde où elle doit être observable. La comparaison de ces multiples observations permettra par la suite de résoudre plusieurs questions importantes sur la nature des protubérances solaires visibles autour du Soleil durant le phénomène. Le jour J, à 11h, les 2/3 du Soleil sont couverts par la Lune. Thomas Black, l'œil à l'oculaire de sa lunette, immobile, silencieux, suit les progrès du phénomène. À 11h43, les deux disques doivent être exactement placés l'un devant l'autre. Thomas Black, penché sur l'instrument, se relève soudain, l'œil démesurément ouvert. « Mais elle s'en va! Elle s'en va !» crie-t-il d'une voix étranglée. « La Lune fuit, elle disparaît !» En effet, le disque lunaire glissait sur celui du Soleil sans l'avoir masqué tout entier. Que s'est-il donc passé? L'astronome, furieux, se précipite sur son sextant et après une série d'observations, quelle n'est pas la surprise de nos héros de découvrir qu'ils ne sont plus à la même position qu'il y a 1 an. Il n'y a qu'une seule explication possible.
Le territoire sur lequel ils se trouvent n'est supporté que par un bloc de glace qui s'est détaché du continent après le tremblement de terre. Ils sont désormais sur ce qui ne se révèle être qu'une île errante, se déplaçant au gré des courants maritimes et dérivant sur l'océan Arctique. Une île dont le socle n'est constitué que de glace qui, au beau jour, se réduit comme une peau de chagrin. La suite de l'aventure constitue pour notre petite communauté une véritable odyssée à travers la mer polaire, durant laquelle leur île se disloque progressivement pour ne devenir qu'un bloc ridicule. Un retournement de situation se produit alors. Les hommes ne tuent plus pour amasser des fourrures, mais uniquement pour se nourrir. De plus, écrit Jules Verne, ces renards, ces martres, ces hermines, ces loups même, que le sentiment d'un danger prochain, inévitable, rendait moins farouche, toutes ces bêtes se rapprochaient de plus en plus de leurs anciens ennemis. Les hommes, comme si les hommes eussent pu les sauver. C'était comme une reconnaissance tacite, instinctive, de la supériorité humaine, et précisément dans une circonstance où cette supériorité ne pouvait rien. Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même les conditions dans lesquelles nos héros arrivent à se sortir de cette incroyable aventure et les promesses que se font le lieutenant Hobson et Paulina Barnett, ainsi que la proposition de Thomas Black de se revoir à la prochaine éclipse au même endroit dans 26 ans. Une précision est à apporter toutefois à l'étude de ce roman. Thomas Black possédait des éphémérides fausses. Et oui, Jules Verne a de toute évidence été mal renseigné, car l'éclipse du 18 juillet 1860 ne pouvait de toute façon pas être visible depuis la région prévue, mais dans la réalité, à près de 3000 km plus au sud. Le roman Le Pays des Fourrures est publié aux éditions Hetzel en 1873, mais il est éclipsé par un autre roman publié la même année et dont le feuilleton paru l'année précédente a remporté un succès considérable. Ce roman, plus grand succès de Jules Verne de son vivant, est Le Tour du monde en 80 jours avec Phileas Fogg.